La société valant 10 millions de dollars de mon oncle devait revenir à celui ou celle capable de résoudre sa dernière énigme en moins de 48 heures. Et tandis que mes frères et sœurs, bardés de diplômes d'Harvard, engagèrent les meilleurs hackers à prix d'or, moi je repensais simplement aux histoires qu'ils me racontaient le soir avant de dormir. L'oncle Elijah est mort un lundi, à 4h17 du matin, dans son luxueux appartement surplombant Seattle, les doigts encore posés sur le clavier de son ordinateur. D'après le légiste, il s'agissait d'une crise cardiaque foudroyante, instantanée et sans douleur, même si j'ai toujours eu du mal à croire qu'il puisse exister une mort réellement indolore. Il avait 53 ans et une fortune d'environ 47 millions, dont l'essentiel était investi dans DataCrypt Solutions, la société de cybersécurité qu'il avait créée de toutes pièces il y a 20 ans. Les funérailles étaient prévues pour le jeudi, mais la lecture du testament a eu lieu dès le mercredi après-midi, au cabinet de son avocat, en plein centre-ville. Rien que ce détail aurait dû m'alerter sur le fait que quelque chose de peu habituel se tramait. Mes 3 frères et sœurs sont arrivés tirés à 4 épingles, affichant des mines sinistres un peu trop bien travaillées, à peine installés qu'ils calculaient déjà mentalement leur part de l'héritage, avant même que l'avocat n'ouvre l'enveloppe scellée. Octavia, l'aînée, avait fait le trajet depuis Boston où elle officie comme associée principale dans un fonds d'investissement réputé. Son MBA de Harvard trône fièrement dans son bureau d'angle, à côté de clichés la montrant en compagnie de sénateurs ou de pontes de la tech. Elle avait amassé son premier million à 30 ans, le 5e à peine 5 ans plus tard, bâtissant son empire à coups d'intuition redoutable et d'indifférence face à l'échec. Sterling, mon frère, avait débarqué de San Francisco dans une Tesla valant bien plus cher que ce que possèdent la plupart des gens. Passé par Stanford, il avait déjà lancé 3 startups qui cartonnent avant même d'avoir 40 ans. Magnolia, la Benjamin, arrivait de Manhattan où elle pilote un fonds spéculatif axé sur la tech. Doublement diplômée de Yale, dotée d'une mémoire infaillible, elle est déjà devenue une légende dans le milieu de la finance. Et puis il y avait moi, Phoenix Castellano, le mouton noir, diplômé en lettres dans une université oubliée et enseignant la créativité à des collégiens dans une école de quartier. 43 000 $ de revenus annuels, un petit 2 pièces mal meublé, c'était tout ce que je possédais. Bernard Yates, l'avocat, affichait l'air usé de celui qui a trop souvent vu les grandes familles s'entre-déchirer pour des histoires d'héritage. Il a sorti de son attaché-case le testament d'Elijah et s'est mis à lire d'une voix atone, celle d'un homme pour qui ce genre de scène n'a plus aucun mystère. Après les inévitables formules, il est enfin arrivé à la partie qui a tendu mes frères et sœurs comme des fauves prêts à bondir. À mes nièces et neveux, je lègue l'ensemble de mes parts majoritaires dans DataCrypt Solutions, évaluées à environ 10 300 000 $ ce jour. Toutefois, cet héritage est soumis à condition. Bernard s'est interrompu, nous a scrutés un à un par-dessus ses lunettes, jaugeant notre réaction. Elijah a imaginé un défi à relever dans les 48 heures suivant la lecture du testament. Celui qui le résout hérite de l'entreprise. Les autres repartiront les mains vides. La salle a bien failli exploser. Octavia s'est indignée. Sur quelle base juridique repose une absurdité pareille? Sterling a rétorqué. C'est n'importe quoi. Ce testament ne tiendra pas la route. Je vais le contester immédiatement. Magnolia pianotait déjà sur son téléphone pour prévenir son armée d'avocats avant même que Bernard ait fini de parler. Moi, je suis restée là, renvoyée à l'habituelle impression d'être invisible dans cette famille parce que mon parcours ne fait rêver personne, ni par ses diplômes, ni par ses revenus. Bernard a levé la main pour calmer tout le monde, puis a continué. Voici le défi. J'ai crypté un fichier regroupant tous les documents et codes nécessaires au transfert de DataCrypt Solutions. Impossible de contourner le cryptage par des moyens classiques. Le mot de passe est une phrase unique, de 17 mots, sans chiffre ni caractère spécial. À partir de l'instant où je vous remets le fichier, vous avez 48 heures pour trouver la solution. Le premier à soumettre la bonne réponse emporte tout. Sterling a lâché un ricanement sec, un brin méprisant. C'est tout? Un simple énigme de mots de passe? C'est le cœur même de ce qu'on sait faire dans cette famille. Il a lancé un regard presque narquois à Octavia et Magnolia. Mon équipe bouclera ça en moins de 6 heures. Octavia avait déjà le nez sur son téléphone. Je connais 3 sociétés de cybersécurité spécialisées dans ce genre de défi. Je vais employer les meilleurs moyens. Magnolia approuvait sans lever la tête. J'y mets 500 000 $. On peut s'offrir les meilleurs hackers,
tabler sur le calcul distribué ou tout casser à la force brute s'il le faut. Bernard s'est raclé la gorge. Il y a une autre condition. Elijah exige que vous travailliez seul, sans aucune aide extérieure. Seules vos compétences personnelles comptent. À la moindre assistance, exclusion immédiate. Nouveau concert de protestation. Octavia s'est levée, usant de son ton d'exécutif pour faire plier la salle. C'est absurde. On n'est pas des pirates. On ne va pas casser du chiffrement militaire tout seul. Sterling se mettait déjà à faire les 100 pas, cogitant tout haut. C'est quoi comme cryptage? AES 256? RSA? Un algo maison? Bernard a vérifié ses papiers. Le fichier précisera le type de chiffrement. C'est tout ce qu'Elijah a laissé. Il nous a alors remis à chacun une clé USB sous enveloppe scellée. Les 48 heures démarrent à l'ouverture de l'enveloppe. Libre à vous de choisir le bon moment. Magnolia s'est empressée de saisir la sienne. Je commence sur le champ. Chaque minute compte. Sterling et Octavia l'ont suivi avec la même nervosité sous contrôle. J'ai gardé la mienne en main, cette petite clé qui semblait désormais peser 1 tonne, chargée du poids de la dernière épreuve d'Elijah. En quittant le bureau de l'avocat, nous nous sommes retrouvés sur le parking, à improviser un semblant de conseil de guerre improvisé, duquel j'étais censé être exclu, mais dans lequel je me suis glissé, presque malgré moi. Sterling, déjà, exposait à voix haute sa stratégie. Je vais créer une machine virtuelle complètement isolée, puis utiliser tous mes outils de décryptage pour disséquer l'algorithme et traquer la moindre faille. Octavia l'interrompit. Moi, je vais passer un coup de fil à tous mes contacts en cybersécurité pour récupérer quelques conseils. Pas question de leur demander un coup de main, juste des méthodes. Ce n'est pas interdit par le règlement. Magnolia, de son côté, avait déjà entamé le téléchargement de tout un tas de logiciels sur son ordinateur, installé sur le parking. Je vais éplucher tous les mots de passe qui pourraient avoir marqué Elijah. Des dates, des citations, des lieux, tout ce qui a pu compter pour lui. Ça doit forcément être un truc personnel. D'un coup, tous les regards se sont braqués sur moi, comme s'ils redécouvraient que j'existais et se demandaient bien quelle stratégie j'allais pouvoir trouver avec ma pauvre licence de lettres et ma totale absence de compétences techniques. « Et toi, Phoenix, c'est quoi ton plan ?» lança Sterling, un sourire presque moqueur aux lèvres. « Tu vas nous pondre un poème sur le cryptage ?» Octavia ne chercha même pas à cacher son mépris. « Laisse tomber tout de suite. Tu t'éviteras l'humiliation de l'échec. » Magnolia, au moins, fit un effort pour se montrer bienveillante, comme une vraie sœur. « Là, tu sors vraiment de ta zone de confort. Peut-être que tonton Elijah n'avait jamais compris à quel point il te mettait des bâtons dans les roues. » Je regardais la clé USB dans ma main, repensant à tonton Elijah, à toutes ces heures passées ensemble quand j'étais gosse, à lui qui me racontait des histoires que mes frères et sœurs, toujours occupés ailleurs, n'écoutaient jamais. « Je vais me souvenir », murmurai-je. « Te souvenir de quoi ?» ricana Sterling. « Te souvenir comment pirater ? Tu sais à peine te servir d'Excel. » Je secouai la tête. « Me souvenir des histoires. » Mes frères et sœurs échangèrent un regard qui voulait tout dire, persuadés que je touchais déjà le fond. Ils ont filé dans leur voiture de luxe, bien décidés à attaquer le cryptage de tonton Elijah à grand renfort de technologie dernier cri, me laissant seule sur le parking avec ma clé USB et mes souvenirs. J'ai pris la direction de mon petit appart dans ma vieille bagnole de 12 ans, voyant le voyant moteur briller comme d'habitude, calme et indifférent. Installé dans ma cuisine, je posais mon vieil ordinateur devant moi, l'enveloppe contenant la clé encore fermée, et je lançais l'eau pour me faire un thé en essayant de calmer le tumulte dans ma tête. Avant que mes frères et sœurs ne mettent toute leur énergie à réussir et que je découvre que l'intelligence sans fortune me rendait invisible, tonton Elijah, c'était mon préféré au monde. Il me gardait le samedi quand mes parents travaillaient et, au lieu de me coller devant la télé ou une console, il me racontait des histoires, des récits remplis de dragons et de chevaliers, de royaumes lointains, tout en détours inattendus et morales surprenantes. Mes frères et sœurs trouvaient ça barbant et enfantin, mais j'en redemandais, toujours un chapitre de plus, toujours une nouvelle aventure. À 18h pile, j'ai ouvert l'enveloppe et lancé le compte à rebours de 48 heures. La clé contenait un unique fichier crypté nommé inheritance.exe et un document qui expliquait la marche à suivre. Le texte précisait que le fichier utilisait un chiffrement militaire et qu'il faudrait environ 2,7 milliards d'années pour le casser à la force brute avec les technologies d'aujourd'hui. Le mot de passe devait faire exactement 17 mots, sans chiffre ni virgule, tout en minuscules, chaque mot séparé par un espace. Une seule chance toutes les 5 minutes,
pour éviter l'automatisation, et au bout de 100 erreurs, le fichier se supprimait à jamais. Calcul rapide. Avec une tentative toutes les 5 minutes, ça me laissait à peine un peu plus de 8 heures avant la suppression définitive. Mes frères et sœurs, ultra efficaces et suréquipés, allaient cramer leurs essais en un rien de temps. Il fallait jouer autrement. Je n'ai rien tenté pendant 6 heures. À la place, j'ai ressorti les vieux albums photos transmis par ma mère, des boîtes à souvenirs rarement ouvertes, des clichés de tonton Elijah et moi au zoo, au musée, ou assis dans son salon à l'écouter raconter ses histoires dont j'entendais encore la voix en regardant les images. J'ai retrouvé mes journaux intimes, écrits entre mes 7 et 15 ans, pleins de résumés de ses aventures, écrits pour ne rien oublier. Le dragon qui voulait apprendre à chanter, le chevalier qui avait peur des chevaux, la princesse qui savait se sauver toute seule, des histoires qui me paraissaient simples à l'époque, mais dont je ne commence qu'aujourd'hui à saisir tout le sens. Toutes avaient pour fil rouge le courage, l'inventivité, la capacité à réfléchir différemment. À travers ces récits, tonton Elijah voulait en fait m'apprendre à regarder le monde autrement, à chercher là où personne ne pense à regarder. Toute la soirée, mon téléphone vibrait sous les messages de mes frères et sœurs. Sterling m'envoya à 20h qu'il avait déjà testé 30 mots de passe inspirés par la biographie de tonton Elijah, sans succès. Octavia écrivit à 21h30 qu'après son rendez-vous avec des pros de la cybersécurité, il pensait avoir repéré une faille exploitable sans franchir vraiment la ligne rouge. Magnolia, éreintée, m'appela à 23h. J'ai tout essayé. Les dates importantes de l'oncle, ses livres préférés, ses phrases favorites, aucun résultat. « Tu en es à combien d'essais ?» demandai-je. « 38. Je ne veux pas me précipiter, mais là je sèche. » J'ai avoué n'avoir encore rien tenté, que j'étais encore à la recherche d'indices. Elle a rigolé, étonnée. « Tu n'as même pas commencé, Phoenix ? Tu vas finir à court de temps. » Après qu'elle ait raccroché, je suis retournée à mes carnets, relus d'un bout à l'autre à la recherche du moindre indice. Vers 2h du matin, je suis tombée sur un passage. À 9 ans, j'avais rédigé une histoire où tonton Elijah racontait qu'un magicien avait caché son sortilège le plus précieux sous le nez de tout le monde. Tous cherchèrent des formules compliquées et des langues anciennes, alors que la vraie solution était cachée dans une comptine que tout le monde connaissait, mais que personne ne pensait à regarder. Au fond, l'histoire prouvait qu'on complique souvent à l'excès, et que parfois, la vraie intelligence, c'est de voir l'évidence. J'ai consulté d'autres carnets, retrouvant le même motif, le trésor toujours à portée de main, le monstre vaincu en le nommant simplement, sans artifice. Oncle Elijah avait cette obsession. Il pensait que beaucoup compliquaient tout inutilement, alors que le vrai génie, parfois, c'est juste de remarquer ce que les autres ignorent par excès de simplicité. J'ai envoyé un message à Sterling vers 3h. « Tu te rappelles des histoires du soir chez oncle Elijah, quand on était petit ?» Il a réagi tout de suite. Preuve qu'il était encore plongé dans son histoire de cryptage. « De quelles histoires tu parles ?» Il nous en racontait jamais. Il bossait non-stop ou lisait des manuels. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de nostalgie en lisant ça, en réalisant qu'en fait, même enfant, mes frères et sœurs étaient déjà tellement tournés vers la réussite qu'ils passaient à côté de ce qu'Elijah offrait de plus précieux. Il m'en a raconté tous les samedis pendant 8 ans, ai-je répondu. Des récits de dragons, de sorciers, de chevaliers. Sterling a balayé ça d'un revers. C'était un des trucs de gamine pour toi, la petite dernière. Nous, on bossait pour acquérir des vraies compétences. J'ai même pas essayé de justifier, ni de préciser que les histoires avaient commencé quand j'avais 8 ans, pas quand j'étais bébé, ni que développer l'imaginaire, c'est une compétence en soi. Je me suis replongée dans mes cahiers, j'ai continué à fouiller. Jeudi, au petit matin, la table de ma cuisine était couverte de feuilles, de photos, de notes qui reliaient toutes les histoires que j'avais gardées en mémoire. Et là, le fil conducteur sautait aux yeux. Dans toutes les histoires d'Elijah, les héros gagnaient en prenant des chemins de traverse, en remettant en cause les idées reçues, en écoutant leur intuition au lieu de suivre les spécialistes. Le dragon qui se mettait à chanter avait vaincu une armée, non pas par la violence, mais par la beauté, rappelant aux guerriers la vraie valeur de la paix. Le chevalier qui avait peur des chevaux avait réussi à sauver le royaume à pied, contre toute attente. La princesse, elle, ne s'était pas laissée délivrer. Elle avait négocié un traité avec le dragon à la place. À chaque fois, il s'agissait d'aller là où personne n'attendait, de comprendre que sa vraie force, c'est justement ce qui ne rentre pas dans les cases que les autres valorisent. Elijah me répétait toujours que mes différences n'étaient pas des faiblesses,
mais ce qui me donnait accès à des choses que mes frères et sœurs ne voyaient pas. À 8 heures pétantes, mon téléphone a sonné. C'était Octavia, depuis Boston, visiblement debout toute la nuit à plancher sur le chiffrement. J'en suis à 73 tentatives, et rien. J'ai passé en revue toutes ces phrases clés, toutes les citations de ces articles, même les slogans de ces boîtes. Et toi, t'en es à combien? 5? J'ai menti, pas envie d'avouer que je tournais autour de souvenirs d'enfance au lieu de chercher la technique ultime. Elle s'est tue un moment. Et toi, tu pars sur quelle piste? Je tente de retrouver ce qui comptait vraiment pour lui, ai-je répondu prudemment. Pas ce qu'il affichait, le fond de sa pensée. Elle a lâché un rire un peu amer. C'est joli, mais on n'est pas à un test psychologique. C'est un casse-tête informatique. Après avoir raccroché, je me suis remise à mes notes, décidée à devenir plus précise. 17 mots, ça voulait dire une phrase complète, assez capitale pour garder sous clé un héritage de 10 millions. J'ai passé en revue chaque parole marquante des contes d'Elijah dont je me souvenais. Trop courte, trop longue, mais il m'en fallait une qui résume vraiment sa vision. Vers 10 heures, je suis tombée dessus dans un vieux journal de mes 11 ans. Elijah m'avait un jour raconté l'histoire d'un chercheur d'or qui passait sa vie à sillonner le monde en quête de trésors, sans jamais voir la mine de diamants sur sa propre terre, juste parce que c'était trop évident, trop près de lui. Cette fois, la morale était claire. Parfois, ce qu'on a de plus précieux est sous nos yeux, mais on ne le voit pas parce qu'on cherche la complication là où il faudrait regarder la simplicité. J'ai compté les mots, pile 17. J'ai tapé la phrase, minutieusement, tout en minuscules, espacement respecté. Le décompte de 5 minutes s'est lancé et j'ai retenu mon souffle. À 0, j'ai validé. L'écran a clignoté, accès refusé. Grosse déception. J'étais convaincue d'avoir trouvé la bonne phrase. C'était limpide. Et pourtant, non. Il me restait 99 essais et 40 heures devant moi. Je me suis remise à mes journaux, encore et encore. La phrase venait peut-être d'une autre histoire. Peut-être que j'avais oublié un détail. Presque à midi, Magnolia a appelé, la voix paniquée. J'en suis à 86 tentatives. Je crois que je m'approche. J'ai essayé toutes sortes de versions de ces citations fétiches. Rien n'y fait. Le stress me fait faire n'importe quoi. J'ai tenté de la rassurer. Tu t'entêtes trop. Le mot de passe n'est pas forcément un truc connu ou affiché. Ça peut être quelque chose de vraiment intime, compréhensible seulement de quelqu'un qui l'a vraiment côtoyé. Silence gêné. En fait, je le connaissais pas si bien, Phoenix. Aucun de nous, on était trop occupés à vouloir réussir. Après, j'ai regardé mes carnets et j'ai été prise d'une évidence qui m'a presque fait rire tellement elle sautait aux yeux. Le mot de passe n'était pas tiré d'un conte, mais il était en soi un conte, réduit à 17 mots. J'ai fouillé dans mon journal de mes 10 ans et là, je suis retombée sur l'histoire du garçon qui voulait collectionner les étoiles. Avec mon écriture d'enfant, j'avais raconté comment il voulait être spécial en attrapant des étoiles pour les enfermer dans des bocaux. Mais à force, elles s'éteignaient, privées de liberté. Il avait compris que vouloir posséder ce qui est beau, c'est le détruire. Il fallait les admirer sans les tenir enfermés pour en profiter pleinement. J'ai compté le résumé. 23 mots, trop long. Mais juste en dessous, j'avais noté la morale exacte, à la façon d'Elijah. 17 mots, tout pile. J'ai tapé la phrase à la lettre, vérifiant chaque mot 3 fois dans mon carnet. Les choses les plus précieuses dans la vie ne peuvent pas être possédées, seulement admirées si on les laisse libres et sauvages. J'ai validé, le cœur battant tellement fort que j'en avais la tête qui tournait, à regarder s'égrener les 5 dernières minutes du compte à rebours. 0. Encore un clignotement sur l'écran. Cette fois, le fichier chiffré se mettait à se décrypter. La barre de progression avançait lentement sous mes yeux. Il a fallu 3 longues minutes avant que n'apparaisse enfin un PDF contenant les actes de cession de DataCrypt Solutions, des codes d'accès bancaire, des documents juridiques pour le transfert de propriété. Tout en haut de la première page, une icône de vidéo sautait aux yeux. J'ai cliqué et le visage de mon oncle Elijah est apparu, filmé quelques semaines avant sa mort. Il avait l'air épuisé mais serein, assis derrière son bureau, Seattle en toile de fond derrière les larges vitres. « Phoenix, si tu regardes ça, c'est que tu as percé mon secret. Je ne suis pas étonnée. Tu as toujours été la plus maligne de la famille, même si personne ne s'en rendait compte, parce que ton intelligence n'était pas celle qui s'affiche sur un CV ou sur un relevé de compte. Tes frères et sœurs sont brillants, c'est vrai. Je ne peux qu'être fière de leur réussite, mais ils se sont trompés de priorité. Pour eux, l'argent, le statut, les diplômes ont plus de valeur que la sagesse, l'imagination ou la générosité. Toi,
Tu as toujours été à part. Quand les autres me prenaient pour un raconteur fatigant, toi, tu écoutais mes histoires. Tu posais des questions sur le sens des choses au lieu de bachoter pour la meilleure note. Tu as choisi d'aider les autres à trouver leur voie, au lieu de te jeter dans la course au pouvoir. C'est pour ça que toi seul as réussi à déchiffrer cette énigme. Le mot de passe n'était pas caché dans des manuels techniques ou dans des documents d'affaires. Il était dans le temps qu'on a passé ensemble, dans les histoires par lesquelles je voulais te transmettre quelque chose, dans la relation qu'on a construite alors que les autres étaient trop occupés à réussir. Sur la vidéo, Elijah marquait une pause et l'émotion passait sur son visage. L'entreprise est à toi car tu es la seule à comprendre ce qu'elle représente vraiment. DataCrypt Solutions n'a jamais eu pour but d'enrichir ses actionnaires grâce au chiffrement. Sa mission, c'est de défendre la liberté, la vie privée et la dignité à une époque où l'on veut tout contrôler, tout monnayer. J'ai créé ces systèmes pour que les dissidents puissent te communiquer à l'abri, pour que les journalistes résistent aux régimes oppressifs, pour que chacun reprenne la main sur ses données et sa vie. Tes frères et sœurs auraient transformé tout ça en machine à profit et vendu mes idées aux plus offrants, sans se soucier de l'éthique. Toi, tu t'en serviras comme je l'ai voulu, un outil d'émancipation, pas d'asservissement. La vidéo se terminait sur son regard posé sur la caméra. Je t'aime, Phoenix. J'ai toujours vu ton potentiel, même quand tu doutais de toi. À toi de me prouver que j'avais raison. Fais de ce cadeau quelque chose de beau. Je suis restée là, tétanisée devant l'ordinateur, les larmes dévalant mes joues alors que le téléphone vibrait sous les appels frénétiques de mes frères et sœurs. J'avais l'impression d'être écrasée par ce qui venait d'arriver. Un héritage de 10 millions, une sécurité financière dont je n'aurais même pas rêvé, et surtout, le poids immense de la vision de mon oncle à faire vivre. Sur l'écran, le compte à rebours affichait encore 43 heures et 27 minutes. Une seule tentative m'avait suffi, pendant que mes frères et sœurs avaient usé des dizaines d'essais à vouloir forcer une énigme où il ne s'agissait pas de logique, mais de mémoire. J'allais devoir leur annoncer, affronter les répercussions. Mais d'abord, je me suis autorisée à rester là, dans cet appartement silencieux, à pleurer cet oncle qui avait su voir en moi une vérité que les autres ignoraient, qui m'avait laissé, bien plus qu'une fortune, une vraie reconnaissance. À 13h, j'ai appelé Bernard Yates pour l'informer que le fichier était déchiffré. J'ai vu son masque professionnel vaciller l'espace d'une seconde, devant sa surprise sincère. Déjà, même pas 20 heures se sont écoulées. On pensait tous que tu irais jusqu'au bout du chrono. Je lui ai expliqué ma démarche, différente de celle de mes frères et sœurs. Bernard m'a alors demandé de transférer tous les fichiers pour vérification, ce que j'ai fait aussitôt, et il m'a confirmé en moins d'une demi-heure que tout était conforme, le cryptage parfaitement levé. Félicitations, mademoiselle Castellano. Je lance la procédure de transfert de propriété dans la foulée. Il va falloir signer pas mal de documents juridiques, prévoir des réunions du conseil, et votre oncle a laissé des recommandations très détaillées. Pouvez-vous passer à mon bureau cet après-midi ? J'ai accepté, puis raccroché. Ce n'est qu'alors que j'ai fini par décrocher à Sterling, à son 10e appel, en pleine panique. « Tu utilises quelle méthode ?» m'a-t-il balancé sans fioriture. J'ai testé 93 mots de passe, rien ne passe. Le temps et les essais fondent comme neige au soleil. Dis-moi où t'as trouvé l'info. Tu caches bien ton jeu. J'ai pris une inspiration. C'est déjà fait, Sterling. J'ai trouvé il y a 3 heures. Un silence interminable. Un instant, j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis il est revenu, la voix sourde, menaçante. « Comment ça ? T'as trouvé ? Impossible. Tu n'as pas le niveau technique pour casser ça. Je n'ai pas réussi grâce à l'informatique, lui ai-je répondu. J'ai simplement réfléchi à ce qu'Elijah valorisait, à tout ce qu'il cherchait à nous transmettre. Le mot de passe venait d'une de ses histoires du soir. Le rire de Sterling, sec, incrédule. Tu racontes n'importe quoi. Tu veux que je perde mes essais à tenter des absurdités. Je ne mens pas. J'essaie juste d'être honnête, même si tu ne veux pas l'entendre. J'ai gagné, c'est tout. Il m'a raccroché au nez. 30 secondes plus tard, Octavia appelait déjà. Sterling dit que tu prétends avoir décodé le fichier. Si c'est une blague psychologique, c'est mesquin, même venant de toi. Je lui ai répété ce que j'avais dit à Sterling et confirmé que Bernard Yates organisait déjà la transmission de l'héritage. Je l'ai entendu retenir sa respiration. Attends, explique-moi bien. Toi, Phoenix Castellano, prof de collège sans aucune notion en informatique, tu veux vraiment me faire croire que tu as battu Sterling, Magnolia et moi à un concours de cybersécurité juste parce que tu te souvenais de vieilles histoires du soir? La voix d'Octavia débordait de mépris, presque étouffant. Je n'ai pas gagné un concours de cybersécurité contre vous.
J'ai simplement mieux retenu les leçons de l'oncle Elijah quand nous étions gosses. Ce n'est quand même pas la même chose. Là, la voix d'Octavia s'est faite glaciale. On ne va pas en rester là. C'est impossible que tu aies réussi sans tricher ou sans un petit coup de main. On ira en justice, aussi longtemps qu'il faudra. Tu verras. Après cet appel sec, j'ai aussitôt joint Magnolia, qui a répondu sans attendre. Dis-moi que c'est une mauvaise blague, que Sterling et Octavia en rajoutent, et que tu n'as pas encore le mot de passe? Désolée Magnolia, j'ai réussi à le trouver. C'était une phrase de 17 mots, sortie d'une histoire que l'oncle Elijah m'a racontée quand j'avais 10 ans. Magnolia s'est effondrée en larmes. Tu avais un avantage, c'est évident. Il passait plus de temps avec toi. Il t'a confié des choses auxquelles on n'a jamais eu droit. Ce n'est pas juste pour l'héritage. Une colère aussi forte qu'inattendue m'a prise. Il n'y a pas d'avantage déloyal. J'ai simplement pris le temps de construire une vraie relation avec lui, alors que vous aviez d'autres priorités. Il nous invitait tous, mais vous avez préféré vos carrières, vos ambitions. Moi, j'ai choisi de passer du temps avec lui. Voilà tout. Ce n'est pas une question de justice, c'est une question de choix. Magnolia, malgré ses sanglots, n'a pas cédé. On ne va pas se laisser faire. Prépare-toi, on ira jusqu'au tribunal. Les 3 jours suivants ont ressemblé à un marathon d'avocats, de papiers à signer, de messages furieux de la part de mes frères et sœurs. Ils ont engagé un cabinet réputé dans les affaires de succession litigieuses et demandé en urgence que tous les avoirs soient gelés jusqu'à ce que le contentieux soit tranché. Bernard Yates m'a expliqué que cette démarche était courante, mais rarement retenue quand le testament était clair et que les preuves avaient été relevées honnêtement. Votre oncle avait anticipé ce type de réaction. Il a ajouté des clauses particulières pour éviter toute contestation liée à une prétendue inégalité ou injustice. La vidéo montrera qu'il voulait récompenser avant tout la relation que vous aviez construite avec lui, pas des compétences techniques. Mais il va falloir se préparer à une bataille qui risque de durer. Vos frères et sœurs ont les moyens et n'ont pas dit leur dernier mot. L'audience pour l'injonction temporaire a eu lieu le lundi suivant, dans une salle austère qui embaumait la cire à meubles et la résignation. Ils sont arrivés entourés de 3 avocats hors de prix, tirés à 4 épingles dans des costumes qui coûtaient sûrement plus cher que tout mon dressing. J'ai pris place à côté de Bernard Yates, vêtu de mon tailleur le plus sobre, déniché chez Target, en essayant de faire bonne figure malgré la différence de moyens flagrante. La juge, une femme d'un certain âge prénommée Judith Blackwood, a étudié le dossier sans laisser paraître la moindre émotion. Elle a demandé à leurs avocats d'argumenter sur le gel de l'héritage et sur l'invalidation du défi. L'avocat principal, Gregory Frost, s'est lancé dans une plaidoirie millimétrée, insistant sur l'injustice, sur l'inégalité des chances, osant même que l'oncle Elijah aurait manipulé les preuves en faveur d'un unique petit enfant. Monsieur Castellano a sciemment imaginé une épreuve impossible sans information que seule Mademoiselle Phoenix détenait, avançait Gregory, prenant un ton solennel. Il lui a raconté des histoires, partagé des confidences jamais transmises aux autres, créant ainsi une telle inégalité d'accès à l'information que la compétition était faussée dès le début. C'est donc bien un traitement inéquitable, voire une influence indue sur les dernières volontés du défunt. La juge Blackwood l'a coupé net. Vous prétendez qu'un oncle qui prend le temps de parler avec sa nièce exerce une influence indue? Gêné, Gregory tente de nuancer. Nous soutenons qu'il a délibérément mis en place des conditions avantageant seulement elle, rendant le concours inéquitable, comme une mascarade pour détourner la répartition classique de la succession. Bernard s'est levé à son tour. Madame la juge, si vous le permettez, j'ai des éléments qui démontrent cette version. Avec son dossier sous le bras, il a distribué des copies à la juge et à la partie adverse. Voilà 20 ans d'appels, d'emails, de messages où M. Castellano invite régulièrement ses 4 neveux et nièces à passer du temps avec lui, à venir à des événements, à partager des moments. Les 3 autres déclinaient toujours à cause de leur travail ou de leurs occupations. Madame Phoenix, elle, répondait présente à chaque fois, gardant un lien étroit avec son oncle durant toute sa vie. Il n'a jamais rien caché à personne, mais il fallait justement se donner la peine de venir écouter. Gregory feuilletait les documents, de plus en plus crispé à mesure que la pile de preuves s'accumulait. Des emails où Elijah proposait à Sterling un café, toujours refusé. Des SMS pour demander à Octavia de passer, jamais de réponse. Des messages vocaux invitant Magnolia à un repas de famille, ignorés. Année après année, il avait cherché, mais mes frères et sœurs n'avaient tout simplement pas fait de cette relation une priorité. Après avoir lu longuement tous les documents, la juge Blackwood a relevé la tête.
Maître Frost, pouvez-vous me citer un texte de loi qui imposerait de passer du temps avec sa famille pour prétendre à un héritage? Parce que de mémoire, cela n'existe pas dans ce pays. Grégory a tenté sa dernière carte. Nous soutenons que l'épreuve était irréalisable, à moins de posséder des souvenirs très personnels, ce qui biaise totalement le résultat et empêche toute concurrence loyale. Bernard a alors sorti un autre dossier. Le défi était accessible à toute personne connaissant les valeurs et la pensée d'Elijah Castellano, qui sont publiques à travers ses livres, ses interventions, ses conférences. Le mot de passe, lui, était tiré de récits oraux qu'il proposait toujours de partager à ses neveux et nièces. Une seule a saisi la chance de les entendre, c'est tout. La juge, visiblement à bout de patience, a tranché sans appel. Requête rejetée. Le testament était formel sur les règles du jeu. Madame Castellano avait relevé le défi dans les temps, sans jamais sortir du cadre, et nul ne pouvait contester la légitimité de sa victoire parce qu'elle connaissait mieux le défunt. L'héritage lui revenait. Point final. Mes frères et sœurs ont immédiatement contesté la décision, prolongeant la procédure de 2 longs mois durant lesquels, bien que légalement à la tête de DataCrypt Solutions, je n'avais accès à aucune ressource, ni à la moindre marge de manœuvre. Bernard m'a averti. L'appel pouvait s'étirer 6 mois, voire plus. Et mes frères et sœurs n'auraient aucun mal à faire traîner tout ça des années, s'ils s'en donnaient en la peine. Pendant ce temps suspendu, j'ai poursuivi mes cours à la fac de mon quartier, j'ai continué à vivre dans mon petit appartement, à rouler dans ma vieille voiture, avec pour seule nouveauté ce déluge ininterrompu de courriers juridiques, de convocations et d'interrogatoires répétés sur mes liens avec l'oncle Elijah et sur la manière dont j'avais percé à jour sa fameuse énigme. Les avocats de mes frères et sœurs ont tenté tous les arguments, que les preuves étaient irréalistes, contraires à l'ordre public, ou révélaient l'incapacité mentale supposée de l'oncle au moment de la rédaction. L'audience d'appel eut lieu un mercredi matin de décembre, 3 mois après la mort d'Elijah, dans une salle d'audience à l'atmosphère chargée d'histoire, bien plus intimidante que la première avec ses boiseries sombres. Les juges, 2 hommes et une femme, donnèrent l'impression d'avoir tout entendu depuis des générations. Grégory Frost présenta sa plaidoirie étoffée de témoignages d'experts, l'un d'eux, professeur de cybersécurité au MIT, assurant qu'il aurait fallu des années de formation pointue pour venir à bout du chiffrement et que seul un initié aurait pu y parvenir. Bernard, en contre-interrogatoire, lui rétorqua « Peut-on dire que si l'on connaît le mot de passe, tout devient presque un jeu d'enfant, peu importe le niveau technique ?» Le professeur admit que oui. C'est alors que Bernard diffusa la vidéo d'Elijah, celle qui accompagnait les fichiers une fois décryptés. On y voyait mon oncle expliquer face à la caméra pourquoi il avait fait ce choix. Phoenix écoutait mes histoires quand les autres les trouvaient puériles. Elle cherchait à comprendre leur sens. Au lieu d'apprendre bêtement pour des notes, elle a préféré aider les autres à s'accomplir plutôt que de courir après une carrière toute tracée. C'est pour ça qu'elle seule pouvait trouver la solution. Quand la vidéo se termina, le doyen du tribunal, monsieur le juge Raymond Whitfield, se tourna vers Grégory. « Maître, voulez-vous vraiment soutenir qu'on ne peut pas léguer ses biens à l'enfant de la famille avec qui on a tissé le lien le plus fort ?» Grégory tenta une autre approche. Maître, le défunt, en organisant ce concours, a nourri de faux espoirs et gaspillé le temps des autres héritiers sur une épreuve impossible à gagner. Le juge Whitfield resta impassible. Ils n'ont pas pu gagner parce qu'ils n'avaient nu pas l'information, mais ils ne l'avaient née pas parce qu'ils ont choisi de ne jamais aller vers leur oncle. Et ce n'est tout de même pas à lui, ni à la seule héritière qui a pris ce temps-là d'en porter la responsabilité, n'est-ce pas? Grégory n'avait plus d'arguments. La cour confirma sans hésiter la décision initiale, assortie d'un avis, selon Bernard, particulièrement mordant à l'encontre de mes frères et sœurs. En résumé, ils voulaient se servir de leur propre indifférence pour obtenir gain de cause, ce qui n'était pas recevable. La décision rappelait qu'Elijah Castellano s'était, à de multiples reprises et de façon bien documentée, efforcé de garder le lien avec tous ses neveux et nièces, que 3 l'avaient sciemment repoussé et qu'une seule avait répondu présente. Le choix d'un défi comme modalité d'héritage restait pleinement dans ses droits. L'héritage m'appartenait, légalement et sans appel. Le transfert effectif eut lieu un jeudi après-midi, au siège de DataCrypt Solutions, en plein centre de Seattle. Bernard m'a accompagné à travers la montagne de papier, m'expliquant à quoi servait chaque document et où poser ma signature. Le conseil d'administration, prévenu en amont, attendait dans la salle voisine de rencontrer leur nouvelle patronne. J'avais l'impression de faire tâche dans mon tailleur Monoprix,
assise dans un fauteuil qui devait valoir à lui seul plus que mon revenu de l'année. Bernard, percevant sans doute mon trouble, s'est arrêté avant qu'on entre. « Votre oncle ne vous a pas choisi au hasard, mademoiselle Castellano. Il était persuadé que vous aviez compris mieux que vos frères et sœurs la vraie mission de l'entreprise. Faites-lui confiance. » Ils étaient 8 autour de la table, 5 hommes et 3 femmes, chacun me dévisageant entre intérêt poli et scepticisme à peine dissimulé, se demandant si une simple prof de fac pouvait diriger une boîte de plusieurs millions d'euros. Je me suis présentée simplement, j'ai expliqué que mon but n'était pas de bouleverser l'entreprise, mais de rester fidèle à la vision d'Elijah. Ils m'ont fait passer un véritable entretien, interrogeant mon parcours, ce que je comprenais du métier et mes intentions pour la direction. J'ai joué carte sur table, je ne suis pas une spécialiste de la cybersécurité, je ne vous raconterai pas d'histoire. Je compte sur les compétences de l'équipe déjà en place. Mais je sais ce que voulait accomplir mon oncle avec DataCrypt. Défendre la liberté et la vie privée de ceux qui en ont besoin. Cette mission n'a pas vocation à changer. C'est alors que Dr Yuki Tanaka, directrice technique, a posé la question. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous êtes la bonne personne alors que vous n'avez aucune expérience dans le secteur? J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai fini par répondre sincère. Mon oncle croyait en moi parce que j'étais la seule à vraiment l'écouter quand il parlait de valeur, pas simplement de profit. Si ça ne vous suffit pas, je comprendrai. Mais je ne vendrai pas et je ne me retirerai pas. La réunion s'est conclue sur des marques de soutien, à la fois courtoises et réservées. La docteure Tanaka est restée après le départ des autres, s'approchant de moi avec une sincérité que j'ai beaucoup appréciée. « Votre oncle évoquait parfois votre nom », m'a-t-elle confié. Il était fier de vous voir choisir l'enseignement, plutôt qu'une voie simplement lucrative. Il disait que chez vous, l'intégrité n'était pas un mot creux, ce qui est assez rare dans les familles fortunées. Je veux bien vous donner la chance de lui prouver qu'il ne s'est pas trompé, mais sachez que l'entreprise a des concurrents qui verront votre manque d'expérience comme une faille. Il va falloir apprendre vite. Je l'ai remerciée, puis lui ai demandé si elle accepterait de m'accompagner sur la partie technique du métier. Elle a accepté et nous avons calé des rendez-vous quotidiens pour les semaines à venir afin de tout reprendre depuis la base, du fonctionnement du chiffrement jusque nos stratégies sur le marché. C'était beaucoup à absorber, mais j'y ai trouvé un défi presque grisant, là où mon ancien métier d'enseignante avait fini par m'ennuyer. Mes frères et sœurs ont tenté une dernière offensive pour remettre l'héritage en cause, cette fois sur le terrain juridique, arguant que l'estimation de l'entreprise dans le testament était bien trop basse et qu'ils avaient droit à une part plus conséquente, la valeur réelle avoisinant les 13,7 millions d'euros. Cette tentative s'est soldée par un échec plus cuisant encore que les précédents. Bernard détenait des preuves que l'évaluation avait été volontairement prudente et que la plus-value entre le décès d'Elijah et le transfert légal n'entrait pas dans la succession. Après cet échec, ils ont rangé les armes sur le plan judiciaire, mais ont lancé une offensive d'un autre genre. Sterling a publié sur LinkedIn un message soigneusement tourné, fait d'allusion aux déceptions familiales et à l'importance de la méritocratie, sans jamais me nommer explicitement, mais il n'y avait guère d'ambiguïté sur l'identité visée. De son côté, Octavia a donné une interview dans un magazine économique en prenant notre litige comme exemple, expliquant comment l'émotion peut parfois l'emporter sur les compétences dans les successions du secteur tech. Magnolia, elle, a opté pour une démarche plus intime. 6 semaines après la dernière décision de justice, elle m'a appelée, la voix lasse. Je ne t'appelle pas pour remettre ça sur le tapis ou défendre ma cause. Je voulais juste que tu saches que je ne te déteste pas. J'ai mal, je suis déçue, mais je comprends pourquoi l'oncle Elijah a fait son choix. On n'a pas été des neveux et nièces exemplaires. On le voyait presque comme une charge. J'ai été si surprise par cet aveu que je n'ai pas su trouver mes mots immédiatement. Magnolia a enchaîné. Je suis en thérapie depuis le début de toute cette histoire pour comprendre pourquoi je me laisse autant dominer par la quête de réussite et de reconnaissance sociale. Ma psy m'a fait remarquer que j'ai passé ma vie à essayer d'impressionner des gens qui sont déjà morts ou qui n'en avaient rien à faire de moi. L'oncle Elijah, lui, s'est toujours soucié de moi et je ne l'ai même pas vu. C'est ma responsabilité, pas la tienne. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté et que j'espérais, à terme, que nous pourrions rétablir un lien, même si je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait encore. Prendre la direction de DataCrypt Solutions s'est avéré à la fois angoissant et passionnant. Très vite, la Dr Tanaka est devenue ma plus précieuse alliée, me transmettant les bases techniques permettant de saisir les véritables enjeux de nos produits et services.
J'ai recruté un directeur général chevronné pour s'occuper du quotidien tandis que je me concentrais sur la stratégie globale et le respect de la mission de mon oncle. À ce moment-là, l'entreprise était sur le point de décrocher un contrat particulièrement juteux avec un organisme public qui voulait utiliser nos technologies de chiffrement à des fins de surveillance. Un contrat qui aurait pu rapporter 8 millions d'euros par an. Mais après avoir examiné les petites lignes et mesuré l'impact sur la vie privée, valeur fondamentale pour Elijah, j'ai décidé de refuser. Le conseil d'administration s'est divisé. Certains ont salué la fidélité à nos principes fondateurs. D'autres m'ont trouvé bien naïve de laisser filer pareille somme. J'ai tenu bon et finalement, nous avons attiré de nouveaux clients, convaincus par l'idée de protéger leur confidentialité plutôt que de surveiller autrui. 6 mois plus tard, j'avais mis sur pied un département entièrement consacré à la fourniture gratuite de systèmes de chiffrement à destination des journalistes, militants ou associations risquant la répression, là où la liberté n'existe pas. Cette division ne rapportait rien mais incarnait mieux que tout le reste la vision de mon oncle. La Dr Tanaka a conçu des outils simples à utiliser, même pour des néophytes, mais suffisamment sécurisés pour résister aux attaques des États. Les médias ont fini par s'intéresser à nous. Des portraits dans la presse spécialisée racontèrent comment une ancienne prof s'était retrouvée à la tête d'une entreprise de cybersécurité avec l'ambition affirmée de la mettre au service des droits humains. Cette médiatisation me mettait mal à l'aise, mais elle a permis d'attirer de nouveaux talents et des clients sensibles à la cause défendue. Sterling m'a d'ailleurs envoyé un article à ce sujet, accompagné d'un court message. « Je n'aurais pas fait comme toi, mais je respecte tes choix. » C'était la première fois qu'il admettait, même à demi-mot, qu'Elijah avait peut-être vu juste. 1 an après la disparition de mon oncle, j'ai organisé une cérémonie commémorative dans les locaux de DataCrypt Solutions, invitant tous ceux qui avaient de compter pour lui, professionnellement et humainement. Mes frères et sœurs étaient là aussi, un peu gênés au pied du portrait d'Elijah qui trônait désormais à l'entrée, juste à côté des valeurs fondatrices de l'entreprise. J'ai parlé de lui, de sa vision et de ce qu'il m'a transmis. L'idée qu'il existe des choses dans la vie qu'on ne possède jamais, qu'on ne peut qu'apprécier pleinement tant qu'on le peut. Octavia a fondu en larmes pendant mon discours, cette fois sans chercher à cacher ses émotions. Après la cérémonie, elle m'a prise à part. « Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait vivre pendant la succession. J'ai été égoïste, dure. Tu méritais ce qui t'est arrivé, moi non. Je lui ai dit merci, sincèrement, même si je savais que notre relation ne serait jamais ce qu'elle aurait pu être, si nos vies avaient repris d'autres routes bien plus tôt. Et l'entreprise, elle, a continué à croître sous ma direction, à sa façon un peu atypique. 3 ans après, notre chiffre d'affaires avait doublé, sans jamais transiger sur nos principes éthiques, que ce soit dans le choix de nos partenaires ou dans l'usage de nos technologies. À force de baigner dans le domaine, j'avais acquis suffisamment de connaissances en chiffrement et en cybersécurité pour discuter technique. Même si je continuais à m'appuyer sur des spécialistes pour tout ce qui touchait à la mise en œuvre concrète. Ma réelle contribution à l'entreprise, c'était de réussir à montrer que notre travail dépassait largement la seule question de la rentabilité, d'insuffler aux équipes un véritable sens autour d'une mission, défendre la dignité humaine et la liberté à l'ère numérique. Mon oncle Elijah ne s'était pas trompé. Je saisissais sans doute mieux que mes frères et sœurs l'essence même de l'entreprise. Là où ils auraient cherché à maximiser la valeur pour tout revendre au plus offrant, moi, je tenais à construire quelque chose de plus grand que l'argent, prouvant que la réussite pouvait aussi se mesurer par son impact, pas seulement par le chiffre d'affaires. 5 ans après avoir déchiffré l'énigme de mon oncle Elijah, je me retrouvais assis dans le même cabinet d'avocats où Bernard avait ouvert le testament, mais cette fois pour réfléchir à ma propre succession. Je n'avais ni époux ni enfant, ayant choisi de consacrer mon énergie à diriger l'entreprise et à enseigner à temps partiel, l'enseignement m'ayant toujours tenu à cœur. Bernard m'a alors demandé à qui je souhaitais transmettre l'entreprise le jour venu. J'ai pensé à mes frères et sœurs, en me demandant s'ils avaient eux aussi compris la différence fondamentale entre richesse et valeur. Finalement, j'ai décidé d'instaurer un défi dans le même esprit, pour obliger tout héritier potentiel à prouver sa compréhension de la mission de l'entreprise à travers ses choix de vie, pas seulement sur un papier. Celui ou celle qui, durant la dernière décennie, aura donné le plus de son temps à défendre la vie privée, la liberté d'expression ou les droits humains, que ce soit par l'engagement associatif ou le bénévolat,
ai-je précisé à Bernard, et dont le parcours atteste qu'il ou elle a réellement saisi ce que cette entreprise incarne. Il m'a souri avant de se lancer dans la rédaction, conscient tout comme moi que je reprenais le flambeau de l'oncle Elijah, pour qui l'engagement et la fidélité aux valeurs passaient avant la réussite matérielle. Les histoires que mon oncle me racontait enfant au moment du coucher sont d'ailleurs devenues mythiques dans l'entreprise. On les cite désormais en formation ou en réunion stratégique comme boussole de notre manière d'agir. Même les nouveaux, qui ne l'ont jamais connu, savent parfaitement qui était le dragon qui chantait et la princesse qui s'était sauvée toute seule, comprenant que ces récits étaient des métaphores du choix de la compassion sur la domination, de l'autodétermination sur les rôles imposés. Le docteur Tanaka a, de son côté, créé une bourse au nom d'Elijah pour encourager les étudiants passionnés de cybersécurité, à condition qu'ils s'engagent en faveur d'un usage éthique de la technologie. Parmi les premiers lauréats figurait une réfugiée qui avait utilisé le chiffrement pour dénoncer les violations des droits humains dans son pays, et un journaliste ayant protégé ses sources en révélant des affaires de corruption. Elijah aurait été fier des personnes que nous avons choisi de soutenir. 10 ans après sa disparition, le jour anniversaire où j'avais relevé son défi, je suis allée sur sa tombe déposer une clé USB renfermant toute l'histoire de ce que son héritage avait permis de bâtir, avec la conviction profonde qu'il aurait compris que la vraie transmission n'avait jamais concerné ni l'argent ni l'entreprise, mais bel et bien les valeurs et la vision qu'il avait su distiller dans ses histoires et transmettre avec amour. Merci d'être allé jusqu'au bout de ce récit. Pensez à vous abonner et à liker pour ne pas rater la prochaine histoire.